Bienvenue chez moi. Alors comme convenu aujourd'hui, je vais vous parler de l'éducation nationale et je vais en dresser un rapide bilan par une lecture que je vais faire d'un extrait de mon ouvrage Le miroir des peuples. Donc bien sûr, toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé est parfaitement volontaire. Alors on y va. Nous disions auparavant combien il était escompté d'une éducation uniforme dispensée par l'État, une société où disparaîtraient les inégalités de toutes sortes. Ces vœux se sont concrétisés en France par l'intronisation du collège unique dans les années 70, soit au terme d'un demi-siècle de gestation. Le projet d'éducation nationale prit alors tout son sens. En conformant les jeunes individus aux dimensions d'un même moule, on espérait réduire à néant le déterminisme social et ainsi faire du collège unique un tremplin pour une classe unique. L'exemple qui va suivre illustrera le grand paradoxe de l'entreprise jusqu'à présent subodoré, en accord avec le courant holiste de la sociologie, friand de figures à l'emporte-pièce issues du recoupement de statistiques. Nous nous pencherons sur quelques cas représentatifs d'une même classe d'âge. Forçant le trait pour la bonne cause, essayons de montrer en quoi l'on peut, avec les meilleures intentions du monde, nourrir la bête des armes avec laquelle on prétend la vaincre. Considérons donc une classe de quatrième d'une trentaine d'élèves dans un collège en proche banlieue parisienne. Une promiscuité tout à fait bienvenue y a fait se rencontrer des adolescents d'horizons différents. Parmi ceux-ci, nous ne retiendrons que les cas, entre guillemets, les plus typiques. Au premier rang se trouve Marie-Agnès, fille d'un médecin et d'une pharmacienne, ne jurant l'un et l'autre que par les sciences. Sur les conseils avisés de ses parents, Marie-Agnès a très vite compris qu'il lui faudrait intégrer une grande école et que le plus tôt serait le mieux. Elle excelle en mathématiques, culmine en biologie, mais avoue sa préférence pour les sciences physiques et pour la mécanique des fluides en particulier. Marie-Agnès se destine au métier d'aérodynamicienne, comme son oncle, chercheur au CNRS, qui lui trouvera un stage passionnant lors des vacances à venir. À ses côtés, Émile, lui, en pince pour la littérature. Derrière un look très étudié et de faux airs de sans souci, Émile refuse en bloc l'avenir radieux que lui fait miroiter son père, chef d'entreprise, s'il consent à entrer un jour à HEC. Bien qu'il puisse profiter des cours particuliers de son géniteur et de coups de pouce des collègues les plus expérimentés de celui-ci, Émile se voit davantage en hippocagne. Sa mère, chez qui il vit, professeur de philosophie en terminale et artiste à ses heures, approuve et même encourage ce choix. Au fond de la classe, le jeune Mohamed est un élève capable mais fortement influençable. Son père, ouvrier dans le bâtiment, place en le seul fils de la fratrie des espoirs tels que Mohamed ne se sent pas le courage de lui dire combien il pense ne pas être à la hauteur. Sa frustration aidant, il est peu enclin à l'effort et se contente d'une présence régulière en classe et de résultats nettement passables, en espérant dans les années à venir se découvrir un intérêt soudain pour un métier quelconque, bien rémunéré si possible. En attendant, il se laisse souvent distraire par le chahut de son voisin, Kevin, auquel de menus ennuis avec la justice, une gouaille sublime et deux redoublements successifs ont conféré un charisme envié. À défaut d'avoir la moindre idée de ce qu'il voudrait faire plus tard, Kevin sait ce qu'il ne veut surtout pas faire, se prendre la tête. Sa mère, de 15 ans son aînée, s'en désole avec ses mots à elle lorsqu'elle se rend une fois l'an en réunion des parents d'élèves. Mais c'est surtout sa jeune sœur, Beverly, qui, se retrouvant inopinément dans sa classe, lui en veut et éprouve une certaine honte au point de susciter chez la cadette une sérieuse envie de réussir pour rompre tout lien avec une famille embarrassante. Malgré quelques rares traits d'insolence et une propension à flatter son téléphone portable en pleine salle de classe, Beverly est une élève assidue à certains cours, plus distante vis-à-vis d'autres. Et puis il y a Alexandre. Alexandre est l'aîné d'une famille de 2 enfants dont les parents sont employés, l'un dans une entreprise privée, l'autre dans la fonction publique.
Il ne sait pas exactement à quoi il souhaite se destiner plus tard, et fait d'ailleurs montre de résultats plutôt moyens dans l'ensemble, ne laissant entrevoir ni matière de prédilection, ni réelle lacune. Comme l'immense majorité des adolescents de son âge, Alexandre ressent tour à tour le désir d'apprendre et l'allergie à l'effort. Si la condition sociale de ses parents ne lui confère pas d'avantages, il ne pâtit pas non plus d'un environnement familial perturbé. Il en tire même un principe immuable que ses parents se sont fait fort de lui inculquer comme seul héritage, la civilité. Celle-ci se manifeste aussi bien dans la conscience de ses privilèges, l'accès à l'instruction, que dans la discrétion à l'égard de ses camarades au travail ou encore dans le respect de la fonction enseignante. Ne pouvant le préparer à des savoirs qu'ils ne maîtrisaient pas eux-mêmes, les parents d'Alexandre se sont concentrés sur son entrée en société et ont, de ce fait, anticipé toute éducation nationale par une méthode inédite où, en passe de lettres, ils ont éduqué leur enfant. C'est-à-dire qu'ils l'ont amené à faire du respect un devoir préalable et non le vain mot de notre époque. Ainsi disposé, Alexandre a appris à mériter ses succès et, chose plus difficile encore, à toujours se voir comme le premier responsable de ses échecs. Cela ne signifie en rien qu'il n'en connaîtra pas, mais qu'il les assumera sans aigreur. En insistant sur la personne d'Alexandre, il ne s'agit pas de lui offrir le monopole de la civilité au sein de sa classe. Il est davantage question de faire du savoir-vivre le sine qua non de l'entrée à l'école au lieu d'y voir un but à atteindre. Tout est accessoire à l'élève qui en dispose, et toute instruction est à demi assurée si tous les élèves en disposent. Pour les mêmes raisons que l'on ne confie pas à l'institutrice d'une école maternelle un jeune enfant qui souille encore ses couches, une certaine réticence devrait se faire sentir à l'idée de gratifier un collège d'un adolescent qui tutoie tout adulte et refuse de se découvrir en classe. C'est cependant un point de vue que ne peut adopter l'éducation nationale, dont la devise pourrait à peu près se résumer ainsi : « Venez tous tels que vous êtes, nous ferons de vous des frères. » Après ce court intermède, retournons en salle de classe. Comme son nom l'indique, une éducation à vocation nationale vise à sensibiliser chaque élève aux lumières de la civilisation en faisant appel à des valeurs partagées. L'école unique, instrument de l'État en l'occurrence, peut se féliciter d'accueillir tout le monde de la même manière, mais c'est aussi sa faiblesse. Il lui faut alors en effet relever le défi de la pluralité des comportements, endosser les plus déréglés de ceux-ci, et ainsi s'abaisser au jugement de valeur. Quelle qu'en soit la raison, il y a des enfants mal élevés, d'autres qui ne le sont pas du tout, ayant grandi quelques années sans cadre et sans règles autres que les leurs propres. Sans même débattre de la responsabilité des parents ou du joug social qu'eux-mêmes subissent, l'école doit en conséquence paramétrer son action en se basant sur le comportement le plus problématique et trouver dans l'individu le plus instable un standard. Dans notre exemple, Kevin devient ce standard. La première tâche de chaque professeur est donc de focaliser son attention sur Kevin, en gouvernant au mieux son humeur du jour. Une fois seulement, que le professeur s'est assuré d'un minimum de civilité de la part de son élève, s'étant de cette manière garanti que le désordre maximum ne puisse faire nombre, il peut s'efforcer d'instruire sa classe. Sauf à exclure Kevin en chaque début de cours, il est fort probable que chaque session verra s'établir l'éducation de Kevin et de quelques autres comme un rituel inaugural. Du temps consacré à l'instruction de tous, il faut immanquablement retrancher le temps dédié à l'éducation de quelques-uns. La quantité de connaissances dispensées par le professeur se trouve ainsi réduite à la portion que Kevin est en mesure d'écouter lui-même, ou du moins de permettre à ses camarades d'écouter. Par son inclination prononcée au divertissement, qu'engendre une motivation en demi-teinte, Mohamed est le premier public de Kevin. Il calquera son attention sur la décence dont fera preuve son modèle. Si Beverly, quant à elle, refuse d'être le faire-valoir de son grand frère, elle n'en est pas moins tributaire du maintien d'une ambiance sereine, sans laquelle elle se jette sur son téléphone ou quelque autre sollicitude extrascolaire. Beverly fait partie des élèves qui, non contents dans les moments de désordre de ne pouvoir bénéficier
de l'instruction requise, ne sont pas aptes à se concentrer par eux-mêmes sur leur manuel ou la relecture de leurs cours précédents afin de pallier le temps gaspillé. Ce n'est pas le cas d'Alexandre. Peu enclin à être le mouton d'un berger irresponsable, bien qu'il ait lui-même à lutter contre une réticence à l'effort que favorise le brouhaha général. Émile, pour sa part, n'est pas hostile à l'animation en classe et se paie le luxe de rire de certaines choses, dans l'assurance de trouver ailleurs ce qu'il n'obtiendra pas ici. Marie-Agnès, enfin, se retranche durant la tempête, dans sa citadelle intérieure, studieuse et disciplinée en attendant le calme, sans trop de considération toutefois pour des camarades en péril. Et ainsi chaque jour est peu ou prou pour chaque heure d'enseignement qui n'aura pas l'heure d'intéresser les plus turbulents. Une fois le calme obtenu et maintenu, le reste du temps est consacré à l'instruction proprement dite, amputée comme il l'est, et subordonnée à une attention globale nivelée par le bas. Le cours doit être recentré à la croisée du primordial et du moins astreignant. D'où un recours au ludique. La difficulté discriminante, voire stigmatisante, est bannie, aussi bien par manque de temps à consacrer à toutes les questions qu'elle suscite, qu'en raison du rejet de l'effort demandé, perçu comme une violence symbolique, ajouterait Bourdieu. Après avoir concédé à l'éducation adaptée la part qu'elle revendiquait, l'instruction se voit colonisée par les modes, par les goûts, par les croyances véhiculées par le milieu social des élèves demandant le plus d'attention. Ainsi, l'ensemble d'une classe se voit-elle débarrassée de l'étude de textes classiques au profit d'extraits de chansons actuelles, prescrire un enseignement à la carte en biologie et en histoire selon ce que l'élève voudra bien entendre ou imposer des activités de sensibilisation sociale, autant de savoirs entre guillemets superficiels, voués à promouvoir de front l'être soi-même et la tolérance d'autrui, valeur cardinale s'il en est. Ce qui est à l'œuvre dans cette adaptation de l'instance pédagogique au déterminisme culturel protéiforme, c'est une tentative d'homogénéisation sociale. Pour obtenir l'égalité effective, il faut absorber le contenu culturel des différents foyers, recenser ce qui contrevient à l'égalité recherchée, puis opérer un tri sélectif entre ce qui peut être redistribué massivement et ce qui porte en puissance des éléments de distinction. Si Kevin est amateur d'un certain genre de musique, Marie-Agnès pourra le supporter également. De même, si on appréhende de la part de Mohamed un rejet catégorique à l'encontre de certaines pages de l'histoire, il conviendra d'étudier des périodes plus consensuelles. En revanche, si Marie-Agnès bénéficie chez elle d'une aide précieuse de sa mère en biologie, que ni la jeune mère de Kevin et Beverly, ni l'école elle-même occupée à éduquer ce qui doit l'être, ne peuvent offrir à la fratrie, il faudra faire en sorte que leurs résultats ne s'en ressentent pas. En outre, Émile ne devra pas tirer trop de profit d'une bibliothèque familiale que les parents de Mohamed, qui ne maîtrisent pas parfaitement le français, sont empêchés de procurer à leur fils. À défaut de pouvoir uniformiser l'éducation sur tout le territoire en s'immisçant pleinement dans les foyers, l'école se donne pour mission d'éduquer à l'uniformité. Si l'homogène n'était qu'une étape sur le chemin de l'égal, l'uniforme, lui, le renferme. À cet égard, je me permettrai une hypothèse. Il n'est pas exclu que les fameux gender studies anglo-saxonnes, dédiés à la déconstruction des stéréotypes sexués, soient l'ultime bataille menée contre le concept de nature. Cette remarque a ici toute sa place car, dans les années à venir, cette idéologie va s'employer à utiliser les canaux de l'éducation nationale pour percoler et s'imposer bientôt comme une évidence, partant du principe que la volonté des individus à s'épanouir comme ils l'entendent ne doit connaître aucune entrave, et surtout pas celle d'un hypothétique déterminisme naturel vendu comme fatal, il faut œuvrer dès l'enfance à réserver l'emploi du mot sexe à l'outillage reproducteur et à voir s'imposer celui du mot genre, s'agissant des affects de l'individu et de l'identité ad libitum qui s'ensuit. Ainsi,
arrache-t-on la liberté absolue d'un carcan biologique, en attendant que la science ait raison de celui-ci une bonne fois pour toutes. Peut-être des hommes enceints à venir. En affirmant que le déterminisme qui sévit en l'occurrence est foncièrement social, où l'on passe de préjugés sexistes à combattre à la condamnation du bleu pour les petits garçons et du rose pour les petites filles, le but visé est de faire sauter le dernier verrou naturel en le réprouvant. On voit là combien le rêve d'une société uniforme, ne tolérant que des différences individuelles choisies et sans cesse réversibles, gagnera vite en consistance par le biais de l'école. Le projet d'égalité absolue ne s'interdit pas à l'idée d'une société parfaitement uniforme, hors des caprices du goût. Cette parenthèse refermée, terminons la visite de notre classe témoin. En fin d'année, lorsque viendra l'heure du bilan, un bon tiers du programme n'aura pu être abordé faute de temps. Pressé de trouver une solution au problème que représente à lui seul le jeune Kevin, l'institution scolaire décidera de le laisser passer en classe supérieure malgré des résultats très faibles ou lacunaires. La manœuvre consistera à lui laisser une dernière chance en classe de 3e, au cours de laquelle il fêtera ses 16 ans, soit l'âge où un élève devient de toute façon beaucoup moins encombrant. Beverly et Mohamed verront peu à peu se dessiner devant eux un cursus fonctionnel. Baccalauréat professionnel esthétique et cosmétique pour la première, CAP mécanique automobile pour le second. Sans qu'à un moment quelconque, ils aient pu donner le meilleur d'eux-mêmes ou prendre goût à la difficulté dans des disciplines plus générales. De peur que leur fille ne se retrouve une fois de plus dans la classe de Kevin, les parents de Marie-Agnès la placeront dans un établissement privé à la rentrée prochaine. Même constat par le père d'Émile, que rejoint pour l'occasion son ex-femme. S'évertuant à éveiller son fils à l'altérité, celle-ci regrettera néanmoins de ne l'avoir pas aiguillé vers une classe plus sélective d'hellénistes, car, quand même, il y a des limites. Les parents d'Alexandre, pour finir, continueront de croire en l'importance et les vertus d'un enseignement public et ne céderont pas aux sirènes du privé. D'ailleurs, le voudrait-il qu'ils n'en auraient pas les moyens. La qualité du savoir dispensé aura été volontairement sacrifiée à l'uniformisation sociale et aux tentatives d'éducation de certains. Pour autant, seront-ils tous devenus des frères, entre guillemets? Rien n'est moins sûr. Certaines remises en cause récentes découlent de cette même logique de nivellement. On peut très bien arguer d'un passage à vide momentané de l'élève et de sa capacité à combler ses lacunes pendant les vacances estivales pour contester son redoublement envisagé. On peut aussi s'interroger sur les bienfaits du rabâchage le soir de ce qui a été vu dans la journée, et donc sur l'utilité réelle des devoirs à la maison. On peut même amener chacun à reconnaître que l'évaluation par notation est avant tout formelle, pour les humanités notamment, et que les notes devraient au moins rester confidentielles entre l'élève et son professeur. Mais prôner la suppression du redoublement, des devoirs à la maison et du système de notation pour, entre guillemets, lutter contre toutes les formes de discrimination relève davantage du dogme que de la raison, ce qui finit par se voir. Notre classe témoin, si stéréotypée soit-elle, prouve en tout cas qu'au nom de l'égalité, il est tout à fait possible de renforcer et même promouvoir les pires inégalités qui soient. Je vous remercie. À la prochaine fois.